Bienvenue à tous. On va redémarrer cette table ronde de l'après-midi, première table ronde de notre dernier jour. Merci de vous installer. Encore un sujet qui tient à cœur à nos torréfacteurs et au collectif café. Je vous rappelle, ces 3 jours de table ronde nous ont permis d'aborder d'abord 19 conférences, plus de 60 intervenants, tous experts dans leur domaine et avec des thématiques qui tiennent à cœur le collectif café. Première thématique qui a été abordée, c'est le développement durable, tout ce qui touche au changement climatique, très important pour la filière café de qualité. La deuxième thématique qu'on retrouve en début d'après-midi avec cette table ronde, c'est le développement du café de qualité au niveau professionnel. Donc là, on s'adresse vraiment aux torréfacteurs. Et le but de cette table ronde, c'est de vous expliquer la mise en place d'un contrôle qualité dans un atelier de torréfaction. Je vous rappelle que ces tables rondes sont enregistrées, elles donneront lieu à des podcasts. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte du collectif café, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, sur Instagram, pour être bien au courant si vous n'avez pas pu assister. Alors, la troisième thématique qu'on aborde en général au collectif, c'est tout ce qui est consommation à domicile. Et la dernière thématique, c'est celle de entreprendre et travailler dans le café. Voilà, cet après-midi, vous aurez encore une table ronde qui suivra avec également une présentation, toujours dans la thématique du développement durable, de Belco sur le transport à la voile et une très belle initiative qui nous sera expliquée vers les 14h45. En attendant, je laisse la parole à Denis Mialoc qui anime cette table ronde et qui va nous présenter ses invités. Merci Denis. Merci Marie-Hélène, merci au collectif Café. Allô. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve cet après-midi pour passer un peu moins d'1 heure ensemble pour discuter d'un sujet central pour les torréfacteurs, le contrôle qualité. Alors le contrôle qualité, on va d'abord essayer de le définir de façon générique et après la définition de chaque invité. Et c'est à partir de cette définition riche de peut-être différences et de points communs qu'on va décliner notre intervention autour du café vert, donc contrôle qualité café vert et contrôle qualité café torréfié. Donc voilà, moi je suis Denis, je travaille chez Belco, je travaille à la formation café et à la qualité aussi. Donc une autre vision de la qualité. Donc je vais d'abord commencer par donner la parole à nos invités pour qu'ils puissent chacun se présenter sur évidemment leur rôle au sein de leur entreprise et voilà pour débuter la conférence. Jordan, je t'en prie. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? Pas trop derrière, j'ai l'impression. Un peu plus? Un peu plus fort? Ok, je vais faire un petit peu plus fort. Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Jordan Tachnakian. Je travaille chez Terre de Café depuis 5 ans maintenant. Je m'occupe complètement du contrôle qualité chez Terre de Café. Je suis aussi responsable de la formation. Je m'occupe aussi du sourcing et de l'achat de café vert. Et j'ai hâte de parler qualité avec tous les intervenants. Laurent. Bonjour à tous, Laurent Weiss. Donc moi j'ai la chance d'être champion de France de torréfaction en 2021 ici au Paris Coffee Show, d'avoir représenté la France au championnat du monde et d'avoir fini 5e à Milan. Et depuis le mois de juin dernier, juin 2023, d'être un des meilleurs ouvriers de France en classe torréfacteur, torréfactrice. C'est un honneur de pouvoir représenter son pays au quotidien et c'est vrai qu'on a besoin de partenaires, d'importateurs et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir parler contrôle qualité et pouvoir apporter cette petite pierre à l'édifice justement sur le pourquoi on choisit tel type de café, c'est quoi la qualité sur un café vert et justement comment on l'intègre. Moi j'adore la torréfaction, le profilage de torréfaction et comment on l'intègre justement au quotidien dans sa torréfaction. Justement, c'est ce contrôle qualité dans le profilage, tout en espérant avoir un résultat en tasse optimal. Bonjour à tous, je suis Andrés Hoyos Gomez, je suis cofondateur chez Beans on Fire.
Et notre particularité en tant que marque de café, c'est qu'on est en même temps sourceur, importateur, torréfacteur, on a coffee shop, on a aussi une partie B2B, en particulier bureau. Et on est aussi incubateur de torréfacteurs. Donc on a un atelier qu'on appelle La Ruche, pour les habitués, dans lequel on a une petite trentaine en fait, de torréfacteurs qui viennent à leur marque torréfier chez nous, ce qui nous donne un petit peu un point de vue, le nôtre et celui de notre communauté de torréfacteurs. Ravi de partager la scène avec des pointures telles que Laurent, Jordan et Denis. Merci beaucoup. On va débuter par une citation de Ernesto Illy, deuxième génération de Illy, qui nous disait « La qualité, tout le monde en parle, mais personne ne la définit ». Donc on va essayer de répondre à Ernesto. Aujourd'hui en tout cas, on va essayer d'y répondre à travers les intervenants évidemment et le but c'est de pouvoir animer tout ça. Pour commencer, on parle de contrôle, on parle de qualité. Qu'est-ce que la qualité? Je vais introduire le sujet en essayant d'apporter une première définition que chaque intervenant va essayer de s'approprier à travers son entreprise, à travers sa vision. La qualité, ça peut être l'ensemble des choix et de la vision d'une entreprise. On n'a peut-être pas tous la même ferme conviction sur la qualité. Donc on peut partir de ce postulat-là, l'ensemble des choix et de la vision de l'entreprise. Et évidemment, le contrôle de cette qualité-là, c'est de pouvoir essayer de s'assurer d'une régularité tout le long de l'année, tout le long de la vie d'un café, tout le long du processus de transformation de votre atelier de torréfaction. Donc à partir de ce postulat-là, je poserai la question et je commencerai par Jordan. Jordan, quelle est ta définition, quelle est votre définition à Terre de Café de la qualité? La définition de la qualité chez Terre de Café, elle est très large. Déjà, moi, j'ai commencé en tant que barista. Donc, le dernier maillon de la chaîne d'excellence. On fait beaucoup de sensoriel chez Terre de Café, avant tout. Et ensuite, évidemment, le plus important, c'est la production. La production, à l'origine, comment est fait le café, comment est produit le café, comment il est fermenté, comment il est séché, comment il est reposé, comment il est transporté, comment il est torréfié. Et ça, la qualité, c'est très important dans le sens où, je rebondis sur ce que tu as dit, sur la constance. La qualité, c'est de la constance aussi. C'est comment on arrive à s'assurer que le café vert ou le café torréfié reste qualitatif tout le long de sa vie. Ok. Merci. Laurent? Alors je te rejoins sur ce côté-là. C'est vrai que la problématique qu'on a finalement quand on est torréfacteur dans sa boutique, c'est de se dire j'appelle un importateur ou je prends contact avec un agriculteur et comment je fais finalement pour avoir cette qualité et cette régularité. Bien évidemment, si vous avez un café au départ qualitatif en échantillonnage et quand vous le recevez et que vous l'avez torréfié, le résultat en tasse, il n'est pas là, vous retournez voir ou votre agriculteur ou votre importateur et vous dites par rapport à ce que j'ai eu, j'ai pas tout à fait la même chose. Bon, mais déjà dans le contrôle qualité, pour moi c'est ça aussi, c'est une fois qu'on a eu l'échantillonnage, qu'on réceptionne ces lots, pouvoir vérifier justement les lots qu'on a reçus en étant critique. En étant critique, là, dans ces cas-là, on va faire intervenir le professionnel qu'on est en se disant ok, le lot que j'ai, je le passe au crible. Donc on regarde le café vert, son crible, sa qualité, son odeur. Et tout ce contrôle-là, tout ce cheminement-là nous permet justement, une fois qu'on a intégré les torréfactions et les profils, de se dire voilà, peut-être le problème vient de moi et la torréfaction, elle n'est peut-être pas optimale. Voilà, c'est peut-être le seul détail. Tout le monde n'a pas la possibilité peut-être de se rendre dans les exploitations et d'avoir ce suivi comme vous pouvez l'avoir peut-être chez Terre de Café avec un relationnel encore plus pointu sur le relationnel avec l'agriculteur. Voilà, moi j'ai la chance de pouvoir y aller de temps en temps, peut-être pas aussi souvent que je l'aimerais, mais la plupart des torréfacteurs avec lesquels je discute, on a souvent ce problème-là, c'est de dire ok, est-ce que mon café il est qualitatif, comment je fais et quels sont les protocoles que je mets en place? Parce que finalement, il n'y a que les protocoles qui permettent finalement d'avoir cette régularité. On reviendra sur la partie protocole juste après. Andrés, ta définition de la qualité pour toi et pour Beans? Alors une autre définition et toutes se complètent, il y a des angles différents. Alors je vais partir d'un aspect, on va dire, très formel pour aller vers quelque chose d'un peu plus opérationnel. Vous êtes prêts? La qualité, c'est être à l'écoute des parties prenantes de son entreprise,
les clients, les employés, les fournisseurs, y compris les fermiers, et répondre à ces attentes-là de manière pertinente et systématique. Ça, c'est la définition formelle, on va dire, pour nous. Maintenant, ce qui est intéressant pour aller vers l'opérationnel, c'est que je reprends ton point, Denis, sur les choix. Ce qui est particulier dans le café, c'est que les choix sont désynchronisés par défaut du café à la tasse. Les fermiers font des choix, les torréfacteurs font des choix, les baristas font des choix, les clients font des choix. Et chaque tasse qu'un client boit et dit « Ah, c'est génial » ou même sans s'en rendre compte apprécie son café, c'est en fait un moment improbable d'une synchronisation de 1 million de décisions qui se sont passées depuis la plante jusqu'au moment où la personne boit. Pour arriver à ça plein de moments magiques qui se passent tous les jours, pour nous, il y a opérationnellement deux choses assez distinctes. Il y a d'un côté ce qu'on peut appeler la base, même si ce n'est pas simple, mais c'est la base de la plateforme. Et d'un autre côté, il y a, je vais l'appeler l'interprétation. Alors la base, c'est tout un tas de critères, de protocoles sur le café vert, par exemple l'humidité, sans doute on va en parler. Au niveau de la torréfaction, par exemple, la cohérence des courbes. On produit 15 batchs d'un café donné pour une destination donnée. Les 15 batchs doivent être faits de manière cohérente pour que 15 batchs de même café, ça soit autant de centaines ou de milliers de tasses en fait, qui soient cohérentes. Et au niveau du service, il faut aussi que le café soit servi en cohérence avec, entre guillemets, ce qui est prévu ou ce qui est attendu par les clients. Donc tout ça, c'est la base qui fait que, pour nous, tous les cafés qu'on met sur l'étagère, tous les cafés qu'on sert en boutique, ils sont tous de bonne qualité. Il n'y en a pas un qui est de meilleure qualité qu'un autre. Ça, en soi, ça peut être même un débat. Donc, on va dire qu'il y a un côté on-off, qui est de dire, du moment que les cafés suivent on-off notre cahier des charges, ils sont de bonne qualité. Et ça, c'est la base. Après, il y a une deuxième partie, qui est qu'il faut tenir une promesse. Il faut formuler une promesse et la tenir. Donc, le client qui veut un café chocolaté, pas acidulé, pas méchant, qui est très bien, voilà, c'est ça qu'il faut lui servir. Il faut anticiper le besoin, il faut pouvoir répondre à ce besoin-là. La cliente qui veut un truc sophistiqué, funky, qui va l'épater, la surprendre, la faire sortir de ses habitudes, et ben c'est ça qu'il faut servir. Et du coup, la difficulté, au-delà de toutes les normes techniques qu'on va aborder, c'est en réalité d'apporter une lisibilité dans la gamme qui permette aux personnes de comprendre et de choisir, surtout de choisir ce qui va leur plaire. Voilà. Donc il y a un côté de base très technique qui pour nous est on-off, et il y a un côté interprétation qui est de dire, en fait, il faut savoir segmenter, cibler, proposer, écouter pour que chaque audience ait le café qui lui plaît. Voilà, la base et l'interprétation. Très bien, merci Andrés. Donc la base, l'interprétation. On peut aussi parler finalement, on va commencer par la qualité intrinsèque et donc le café vert. Revenir sur les différentes variables qui peuvent être contrôlées en tant que contrôle qualité pour les différentes entreprises. Et après, l'interprétation, c'est finalement la valeur qu'on peut mettre pour la ou les qualités. C'est aussi ça. Donc on va commencer par une première qualité, c'est la qualité intrinsèque du café vert. Et en se posant la question, comment on peut évaluer, comment on peut contrôler ou s'assurer du cahier des charges d'une qualité pour un café vert donné. Et je te rejoins Andrés, tu parlais d'un café de bonne qualité dans tous les cas, c'est, pour reprendre aussi ce que disait Laurent, mettre en place un protocole systématique pour être sûr que ce que vous sortez avec la qualité intrinsèque et qualité perçue et la valeur soit de bonne facture pour vos choix et votre vision, votre qualité globale. Donc c'est ce qu'on va essayer de dérouler là à partir de maintenant. Alors, on va commencer donc sur la qualité intrinsèque. Laurent, par exemple, comment, on va dire, donc on va prendre sur l'acte d'achat de café vert. Quels sont tes premiers contrôles qualité sur la partie café vert? Donc tu n'as pas encore torréfié le café, tu l'auras plus tard parce que si tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas. Quels sont tes premiers contrôles qualité sur la qualité intrinsèque du café vert? Alors déjà, moi depuis 2015, je ne fais que du specialty sur l'Arabica. Et donc du coup, ce que je recherche d'abord, c'est trouver un équilibre entre la note que peut-être l'importateur va me donner, l'échantillonnage qu'il va me donner, et quand je reçois l'échantillon ou quand je reçois le lot de café vert, automatiquement, moi j'ai le protocole, ça reste des protocoles, je suis un peu un enfant aussi de la SCA quand même, donc le fait d'avoir fait le cube grading, on est assez formaté, et ce formatage finalement il a des avantages pour moi, c'est que d'abord c'est contrôle densité, humidité,
donc fraîcheur, donc sentir, parce que malgré tout, on doit faire aussi confiance à ses sens, mais il faut que ça soit limité. Dans le sens où, si on peut le faire à plusieurs, c'est encore mieux. L'homme reste faillible, donc c'est vrai que si on reçoit un café, qui plus est un café vert, même si c'est un échantillon, d'abord on sent, ensuite on fait densité, humidité, si on a le petit appareil densimètre, hygromètre. Grâce à ça, après on va pouvoir éditer le profil de torréfaction, le torréfier, faire le contrôle de sa torréfaction, colorimétrie, et ensuite sur l'extraction, c'est là où je te rejoins. Est-ce que le café qu'on a sélectionné, est-ce qu'il va sur ce type de profil, par exemple expresso, filtre? Est-ce que par rapport au cahier des charges qu'on s'était donné, est-ce qu'on est dedans? Et faire des protocoles, si vous voulez, dans la dégustation, essayer de toujours avoir la même procédure. Si la procédure est la même, c'est beaucoup plus facile et au moins vous êtes encadré. L'objectif, c'est d'avoir des outils qui sont mis à disposition aujourd'hui, de pouvoir reproduire aussi bien l'échantillonnage, la torréfaction, pour avoir une norme qui vous permette au quotidien d'avoir un réel résultat et que ça puisse être encadré. Pour avoir toujours la même chose, un résultat en tasse, sur l'express, sur l'aéropress, peu importe, mais que vous puissiez vous dire, ok, mon cupping il est bon, il est à telle colorimétrie, j'ai fait une deuxième torréfaction, par exemple pour expresso, j'extrais sur expresso, et comme ça vous avez chaque fois une standardisation de vos protocoles, ce qui est finalement assez simple après à mettre en place. Alors j'ai la chance moi d'avoir un laboratoire SCA, donc on cup dans le rouge, voilà, on pousse, parce que moi j'aime bien les jouer, mais voilà, l'essentiel c'est de toujours avoir les mêmes règles. Par exemple, cuppez pas un jour où il fait 18 et mettez pas le même protocole s'il fait 35. Essayez d'avoir justement cette harmonisation et puis essayez de demander, si vous avez des collaborateurs, essayez de le partager. Parce que c'est vrai que quand on est seul, on va avoir tendance à donner peut-être son avis personnel et finalement dans le contrôle qualité, c'est pas ce qu'on nous demande. Dans le contrôle qualité, on nous demande d'être professionnel, de dire c'est qualitatif, ça l'est pas. Il y a des défauts, il n'y en a pas. Enfin, voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois au soin de ma torréfaction. D'accord. Sur le café vert, est-ce que pour vous, Andrés, chez Beans, donc vous avez plusieurs casquettes, comme tu le disais, sur ces différentes casquettes, est-ce que vous avez un protocole qui va être commun en tant qu'importateur, en tant que torréfacteur et aussi incubateur? Comment vous mettez en place sur la partie qualité intrinsèque café vert? Alors c'est intéressant comme vision parce qu'effectivement on a pour notre propre marque en même temps des importations qu'on fait par exemple avec vous, avec Belco. On a des cas où on est en direct avec des fermes en Colombie ou même le transport on l'assure en direct. Et on a aussi le fait d'animer notre communauté, du coup d'accompagner certains des torréfacteurs dans leur formation et le lancement de leur marque, y compris pour des décisions d'achat de café vert. Du coup, c'est plein de filières différentes. Ce qu'on voit de ça, c'est qu'en fait, même si on n'a pas forcément besoin de toujours contrôler le détail du café vert, hein, au sens les cribles, les défauts, etc., en fait, il faut savoir. Il faut connaître l'ensemble du protocole. Si on le fait en direct, c'est obligé, parce qu'on est vraiment en prise directe avec le risque. Si on est avec Belco, par exemple, en fait, c'est quand même mieux, parce qu'a priori, on n'a pas besoin de se poser la question à chaque sac que ça arrive. Donc c'est plutôt des contrôles qu'on fait de manière aléatoire, ou si vraiment, à première vue, on a des sujets. Le critère principal, c'est l'humidité. 10-12%, ça c'est un petit peu la règle d'or. S'il y a un souci par rapport à ça, ça peut poser plein d'autres problèmes. Donc c'est vraiment la première chose à vérifier. Mais du coup, le point principal, c'est de nouveau le protocole, 100% du protocole complet, les cribles, les défauts, l'humidité, la densité, il faut le connaître. On ne va pas forcément l'appliquer à chaque sac, mais il faut que tout le monde le connaisse. Ça, pour moi, c'est le point principal. Ok. Donc je te rejoins, c'est aussi quel canal de distribution, quel canal on a pour acheter du café. Alors Belco ou autre importateur, hein, c'est aussi un partenaire qui peut vous donner une partie de la confiance en ce que vous achetez, parce qu'il vous expose certaines données qu'ils peuvent étudier. Après, ça ne garantit pas tout, évidemment. À vous aussi de connaître, de savoir. Quand on connaît, on peut voir. Si on ne connaît pas, on ne verra pas, potentiellement. Donc le but, c'est aussi ça. Jordan, chez Terre de Café, tu as défini donc, la qualité intrinsèque du café vert et quels sont les critères que tu vas regarder, les prioritaires pour toi et pour Terre de Café.
Ouais. Moi, je te rejoins, Laurent, sur le fait d'avoir un protocole qui permet d'être reproductible. On goûte des cafés toute l'année, on achète des cafés toute l'année. Donc l'idée, c'est d'avoir un protocole qui nous permet d'être rapide et efficace, surtout efficace. L'idée, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'on achète. Chez Terre de Café, on achète beaucoup de cafés. On achète des cafés de flux pour faire du volume. On achète des nanolots. On achète des cafés de compétition aussi. Le protocole, il est à peu près le même à chaque fois. On va prendre la densité, on va vérifier l'humidité. On va torréfier plusieurs cafés. On reçoit des échantillons. On va torréfier 3 ou 4 fois. J'allais dire minimum, mais maximum 4 fois quand même, pour se dire, voilà, il y a 2 ou 3 torréfactions qui vont pas, la 4e, elle est censée aller, sinon il y a un problème avec le café vert. Et après, on fait des cuppings, on fait des extractions aussi. Qu'est-ce qui se prête le plus à du filtre, à de l'espresso, à de l'ibrique? On aime énormément jouer en termes d'extraction, donc c'est un terrain de jeu, le contrôle qualité, et ça nous permet évidemment de pousser le détail au maximum. Ok. Alors c'est que tu as mentionné un détail important, c'est l'échantillonnage. Est-ce que déjà on a accès à un échantillonneur ou pas? Est-ce qu'on reçoit le café torréfié, on le reçoit en verre? Est-ce qu'on peut y apposer son style de torréfaction pour pouvoir juger du café? Ou est-ce qu'on subit, entre guillemets, la torréfaction d'un importateur ou d'un exportateur? Donc ça, c'est une vraie question. Donc vous avez un échantillonneur et vous pouvez vous amuser aussi sur la partie de torréfaction. C'est aussi important, ce côté-là, pour se poser la bonne question de à quel interlocuteur, et ça a été aussi mentionné, je dois m'adresser. Est-ce que c'est un problème de café vert ou c'est un problème de torréfaction? Donc déjà, sur la partie café vert, on peut se poser ces questions-là. Je ne sais pas si Laurent et Andrés, vous avez les échantillonneurs et que vous les exploitez systématiquement ou pas lors de vos achats de café vert. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Andrés. Alors, alors, on dit chez Beans, la vérité est dans la tasse. La vérité est dans la tasse. Donc, si on ne goûte pas en torréfié, si on ne goûte pas même en destination de torréfaction, ça veut dire en espresso, si ça va vers espresso, en filtre, si ça va en filtre, on ne sait rien. Donc de prendre uniquement de verre, pour nous, c'est juste impossible. Donc, les échantillonneurs, c'est absolument indispensable. Échantillonner en prévoyance de la destination qu'on va faire, nous. Le fermier, il ne peut pas savoir en fait ce qu'on va extraire. Même l'importateur ne peut pas savoir. Parfois, même le torréfacteur ne peut pas savoir ce que le barista va extraire, en fait. Donc, pour nous, c'est hyper important le dialogue avec le client final. Et quand ça va en machine automatique, le contrôle qualité, il se fait en machine automatique d'un café donné. Quand ça va en Marzocco, on le fait en Marzocco. Voilà. Parce que la vérité est dans la tasse. Okay. Laurent? Alors, moi j'ai la chance d'être un vieux torréfacteur, parce que ça fait quand même plus de 28 ans que je suis torréfacteur. Donc j'ai commencé avec les échantillons que je recevais de la part de mes importateurs. Et puis, de temps en temps, je vous sollicite encore pour avoir des échantillons torréfiés. Et puis après, c'est vrai, quand on commence à faire de la compétition, on commence à être un peu plus critique sur le contrôle qualité. Et on reçoit des fois des cafés qui sont torréfiés et qui sont très mal torréfiés, du coup qui ne mettent pas en valeur donc aussi bien le produit que l'agriculteur. N'oublions pas qu'on travaille aussi pour eux. Ils nous mettent en avant et en valeur. C'est eux, ça reste eux à la base qui nous mettent en avant et en valeur. Donc c'est vrai qu'on se doit aujourd'hui d'avoir un échantillonneur, parce que c'est vrai que c'est la seule façon de pouvoir éditer nos profils de torréfaction et de pouvoir améliorer nos torréfactions et de voir si justement la torréfaction elle est de qualité et grâce à elle, si le produit il est de qualité. Moi, je le vois maintenant comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un 600 grammes, je peux torréfier de 100 à 600, ce qui me permet justement d'éditer aujourd'hui, bon, peut-être qu'on évoquera Cropster, bon, peu importe, voilà, on a d'autres outils qui nous permettent de faire des comparatifs. Et puis, je te rejoins, c'est le juge, c'est la tasse. Ah oui, donc le juge, c'est la tasse. La tasse, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est aussi tout le travail qui a été fait en amont. Et tu as raison, Laurent, de le souligner. Ce travail-là va être sublimé. En tout cas, vous essayez de le sublimer à travers votre définition de la qualité. Pour revenir un peu sur faire un petit résumé sur la partie café vert. Donc l'important, c'est finalement d'avoir au moins à disposition les informations densité, humidité, crible. On a parlé du score SCA, qui est un score qui est un protocole international. On y adhère ou pas, mais en tout cas, c'est une norme. On peut au moins avoir l'information et après,
on est juge ou pas de pouvoir l'accepter et de pouvoir aussi y mettre une valeur qui peut être différente. Et à partir de ça, on peut se poser la question, donc selon, comme l'a dit Jordan, des cafés de flux, des nanolots, etc., y mettre sa qualité, son exemple de qualité par aussi destination. Et donc, à partir de ça, on peut aussi se poser la question, je pense que c'est un terme important, c'est l'homogénéité dans l'eau. Donc quand vous dégustez un café vert, c'est aussi se poser la question de est-ce que je déguste qu'une tasse et j'ai la chance qu'elle soit bonne, ou finalement ce sont des qualités peut-être un peu moins bonnes. Il faudra peut-être multiplier les tasses. Protocol SCA c'est 5, alors peut-être que c'est ce que vous faites aussi. De multiplier les tasses, c'est aussi essayer de mettre moins de pouvoir à la chance. Parce que potentiellement, surtout sur du volume, vous allez entre guillemets subir ce café-là sur une demi-année, une année entière, selon ce que vous voulez faire, selon votre sensibilité aussi à la saisonnalité. Donc à partir de ça, vous avez fait votre protocole de café vert, donc de contrôle qualité café vert, vous torréfiez les cafés, et donc on va passer à la deuxième partie, le contrôle qualité du café torréfié. Donc à partir de ça, on va commencer avec toi Andrés. Donc vous avez choisi votre café vert en le contrôlant, vous savez ce que vous avez acheté, vous connaissez son potentiel pour vous et sa valeur. Donc comment vous procédez après les premières torréfactions pour le contrôler, l'améliorer et le proposer en juge de paix en produit final? Alors ce qui est intéressant dans la définition et dans les termes, c'est pour nous le contrôle de café torréfié, c'est le contrôle que la promesse a été tenue auprès du client qui a bu. C'est ça en fait. Donc en sortie de l'atelier, on ne sait pas si le café est au maximum ou en tout cas la qualité qu'on souhaite. On ne sait pas. On sait que les courbes sont ce qu'on voulait, on sait qu'elles sont cohérentes, on sait que nous on a formulé une promesse et qu'on l'a lancée, mais on ne sait pas encore si ça va coller en fait. Et du coup ce qui est essentiel, parce que je suis sûr que les collègues parleront aussi des critères techniques on va dire dans l'atelier, mais je voudrais mettre l'accent sur ce qui se passe en dehors de l'atelier et à l'écoute depuis l'atelier. Parce que, je vais dire comme ça, le contrôle qualité ultime, c'est les ventes, la satisfaction des clients et le fait que les clients nous réfèrent à d'autres clients. Ça, c'est le contrôle qualité ultime. Nous, on peut avoir formulé tous les critères techniques, les courbes, les trucs, les machins. Mais ce qui nous dit qu'on a bien fait le boulot, c'est est-ce que les clients achètent? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils disent les cafés de Beans, ils sont bien? Est-ce qu'ils les proposent à d'autres personnes? Voilà. Et du coup, ce qui est important, c'est en sortie de l'atelier, c'est de suivre très précisément ce que donnent en fait les cafés, à savoir on a dit que celui-là était chocolaté, que celui-là est explosif, que celui-là il est fruité. Est-ce qu'effectivement les gens, quand ils les achètent, c'est ça qu'ils perçoivent aussi en retour à l'atelier, enfin au coffee shop? Quel retour on a des clients? Est-ce que le langage qu'on utilise, est-ce qu'il est compris par les clients? Et ça permet de rétroalimenter ce qui se passe dans l'atelier et de se dire on a tenu la promesse ou pas, qu'est-ce qu'on doit ajuster? Voilà. Okay. Je veux insister sur cette rétroalimentation, parce que sans ça, tout le travail technique qu'on fait à l'atelier, en fait, il ne va pas jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est une vision très intéressante du contrôle qualité de torréfaction qui va jusqu'au client final, qui est le juge de paix. On est quand même dans un business. Une torréfaction, c'est aussi un business. Vous, Jordan, si on peut rentrer sur la partie technique, comment vous évaluez la qualité de torréfaction avec l'équipe qui s'en occupe? Comment ça se passe pour évaluer, améliorer et proposer un produit final? À J+1, après torréfaction, je cup tous les cafés torréfiés par mon torréfacteur. On les cup ensemble. On a la chance d'avoir une équipe très très exigeante, calibrée aussi. Donc on va cuper tous les cafés, qu'ils soient torréfiés pour de l'expresso ou pour du filtre, à J+1, une semaine ou 10 jours après également. Et entre-temps, on va faire du filtre, de l'expresso, de l'hébrique. On va faire aussi quelques extractions avec des collègues en boutique, parce que c'est eux qui sont, je rejoins Andrés, en face des clients et qui vont comprendre si tel ou tel café va plaire à tel ou tel client. Okay. Il est à la fois simple, mais il est très exigeant, c'est-à-dire que J+1, on sait qu'il va y avoir des marqueurs de café torréfié fraîchement, mais on va aussi reconnaître les marqueurs de cuisson qu'on ne veut pas
qu'on ne veut pas proposer aux clients. Est-ce que le café est sous-développé? Est-ce qu'il est un peu végétal? Est-ce qu'il a des notes de poivron, de céréales? Est-ce qu'il est un tout petit peu trop développé? Et ça c'est une décision qui se prend très rapidement parce que d'une entreprise à une autre, le café qui a été torréfié peut être en sachet le lendemain et du coup si ça va pas, on peut pas prendre la décision de le laisser partir. Si on a un doute sur un café, on refait 2-3 bols sur le même café. On va être vigilant aussi quant au vieillissement du café vert. Faut prendre en considération qu'on cup un café, il est frais, il est expressif, il est intense, il est fruité et il perd en éclat, en brillance, en sucrosité, en un peu de tout. 7, 8 mois, 9 mois, 10 mois après, ou alors tout simplement on a un seul sac d'un seul café, un café exceptionnel qui coûte très cher, il est très onéreux. Et du coup, on vérifie batch après batch comment il se comporte parce qu'évidemment, le café vert est un produit vivant qui évolue. Donc, voilà. Très bien, merci Jordan. Laurent? Alors, je te rejoins presque sur tout. Moi, je fais en J+2. Et certains Éthiopiens, je les refais à peu près 15 jours parce que c'est vrai que je me suis aperçu que sur certains Éthiopiens, ils se fermaient totalement et c'était très compliqué. Et donc, des fois, je les recup à 2 semaines. Et là, voilà, là, il a reposé, il est beaucoup plus ouvert. Et c'est vrai que c'est intéressant de les goûter comme ça. Moi, c'est en triangulaire, c'est 3 tasses. Quand c'est énorme, enfin quand il y a plusieurs batchs, des fois ça peut être qu'une seule tasse. Et dans ces cas-là, je fais une sélection d'une série de 10 batchs. Je regarde quel est le profil, savoir s'il y a un profil à améliorer. Et là où je te rejoins, c'est sur la longévité sur le café vert. C'est-à-dire qu'un café vert évolue en fonction du temps. Et donc souvent, on est quand même obligé de réadapter des fois son profilage et son temps de développement avec un café qui prend de l'âge et qui a tendance à se dégrader. Voilà, si on vous propose aussi des cafés de saisonnalité, c'est qu'il y a une raison. Le café, c'est pas comme le vin. Ça, les millésimes, plus ils sont anciens, et c'est pas forcément un gage de qualité. Alors, juste pour, on va dire, étendre, hein, parce qu'il y a effectivement plein d'éléments sur le contrôle à l'intérieur de l'atelier. Il y a le J+1 ou +2. Pour nous, c'est très important aussi. Le contrôle après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines torréfié, d'un batch déjà torréfié, qu'on fait et à l'atelier et en coffee shop, par rapport au suivi de ce qui se fait en coffee shop. Et encore une fois, la vérité est dans la tasse. Quelque chose qui est très étonnant, c'est que nous, on a démarré il y a 10 ans. Moi, à la base, je ne venais pas du monde du café, mon associé non plus. Quand on est rentré dans le marché, il y avait un petit peu cette voix qui disait, en fait, il faut que ça soit consommé dans la semaine, ou dans les 2 semaines. Après 2 semaines, c'est pas bon. Et en fait, c'est pas vrai. Et parfois, c'est même l'inverse. C'est qu'il y a des cafés, par exemple pour espresso, qu'en fait, on a besoin de laisser reposer 1 semaine, 2 semaines, parfois voire plus, avant qu'ils commencent à bien s'exprimer, en fait. Du coup, on s'est même pris un petit coup contre nous-mêmes. On s'est tiré une balle dans le pied au tout début, la première série de paquets Beans brandés, parce qu'on a imprimé sur le paquet à consommer absolument 2 semaines après torréfaction, parce qu'on croyait que c'était un gage de qualité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des cafés pour lesquels 2 semaines, c'était trop tôt, en fait. Voilà. Du coup, ce suivi de la vie du café, même torréfié, c'est vachement intéressant aussi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect qu'on n'a pas abordé encore. Là, je parle, quand je suis dans le laboratoire, on n'a pas parlé de l'eau. L'eau, c'est quand même aussi important. Alors moi, j'ai un partenariat avec, je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque, mais voilà, une des 2 marques qui est présente sur le salon. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir un contrôle de son eau. Est-ce que le ppm, est-ce qu'on est bon? Est-ce que l'eau, elle n'est pas frelatée? Parce que voilà, si vous ouvrez votre robinet, que l'eau, vous avez un filtre, mais que l'eau est frelatée, d'abord, il y a aussi le contrôle qualité de son eau. Après, oui, par la suite, avec le consommateur, d'avoir ce retour, ce feedback avec le consommateur. Aujourd'hui, il y a une réelle évolution. Un torréfacteur, il ne fait pas que cuire le café. Il cuit, ok, mais d'abord, il conseille le consommateur, c'est là où je te rejoins, pour justement affiner et cibler ce qu'il aime. Et en fonction de ça, si ça lui a plu, là, ok, on peut le faire voyager sur d'autres types de cafés. Mais déjà, on est là aussi pour conseiller le consommateur et d'avoir son retour pour peut-être s'améliorer et améliorer ses torréfactions. Ouais, si je peux rebondir, je suis d'accord. Nous, on conseille à nos clients d'ouvrir leur paquet au bout de 3 semaines, 1 mois.
Ils vont jamais être aussi expressifs, aussi doux, aussi clean et appréciables qu'après 3 semaines, 1 mois. Ça se vérifie même avec d'autres cafés, des cafés éthiopiens par exemple, comme tu le disais. 2 mois, des fois tu ouvres des paquets et tu te dis, ça dépend beaucoup de la densité du café, je trouve, ou du process de fermentation. Mais là, tu as raison, c'est-à-dire que le dégazage, c'est à intégrer aussi dans sa torréfaction. Après, le problème, souvent, je le vois avec d'autres torréfacteurs, c'est que comme on torréfie à la demande, des fois on a peur de surtorréfier justement pour avoir trop de stock. Et donc on ne met pas finalement ce temps de maturation, peut-être pas suffisamment, même moi le premier. Hein. Voilà, là demain, je sais que j'ai un autre atelier ailleurs, mais que mercredi je dois torréfier parce que j'ai pas assez de café en stock. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de toujours avoir la demande, la vente en fonction du volume. C'est vrai que Terre de Café a peut-être la chance d'avoir un volume plus important et justement d'avoir ce temps de maturation à mettre en place. Je pense que c'est un des éléments aussi qui est peut-être un peu plus difficile sur les petites torréfactions à mettre en place. Est-ce qu'on continue ? Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Il y a eu plusieurs termes qui me semblent importants à souligner. Déjà, il y a eu un grand volet sur la dégustation. Déguster en se posant des questions précises. Questions précises pour reprendre les termes de Jordan, pour être efficace. Efficace, aussi le terme de calibration. Calibration, ça va pas être est-ce que j'aime le café, est-ce que Jordan aime le café, si on fait le contrôle qualité ensemble. C'est plutôt comment il doit être pour Terre de Café. Comment il doit sortir pour Beans, comment il doit sortir pour Laurent. Et à partir de ça, on peut essayer de se poser des questions très précises et pas être flou de je découvre le café, je le déguste, il est bon, il n'est pas bon. On parlait de peut-être un des critères, si j'ai bien compris chez vous, Terre de Café, c'est est-ce qu'il y a des marqueurs que je veux éviter. Et si ils ne sont pas, absence de, ça peut passer sur le contrôle qualité. Et c'est aussi essayer de se rendre efficace, ce contrôle qualité, pour gagner du temps et encore plus le systématiser. L'ergonomie d'un contrôle qualité est importante pour pouvoir aller jusqu'au client final. Ici, on a la chance aussi d'avoir des intervenants qui ont la partie barista ou extraction, et qui proposent une boisson. Et ça, c'est un contrôle qualité supplémentaire qui permet aussi de se questionner sur le dégazage. Vous l'avez à la fois pour vous, pour eux, et aussi pour les clients. Et qui dit produit final, dit aussi non-maîtrise du dernier maillon, le particulier qui vient extraire. Donc comment ce contrôle qualité vient faciliter tout le travail qui a été fait par le producteur, tout le travail que vous avez fait, pour que chaque personne ait l'expérience que vous avez envie de lui donner. Ça, c'est hyper important. Je voulais revenir sur un autre outil dont vous n'avez pas parlé, et je pense que vous utilisez, c'est le colorimètre. Le colorimètre, par exemple. Laurent, est-ce que tu utilises un colorimètre ? Pourquoi c'est utile ? Alors moi je suis un peu un geek, alors maintenant je l'avoue, hein, parce que c'est vrai qu'au départ j'avais du mal à accepter que j'étais un geek, donc c'est vrai que moi toutes mes batches elles sont passées au colorimètre. Je fais la colorimétrie à la sortie du torréfacteur, donc maintenant c'est calibré, donc c'est uniquement l'externe. Et quand j'ai un souci ou un doute, là dans ces cas-là je passe en moulu. Mais voilà, toutes les batches moi passent au colorimètre. Ça fait partie des outils supplémentaires pour surveiller l'évolution de sa torréfaction et de voir si on est sur la bonne couleur. Moi je torréfie en manuel, je ne suis pas en automatique. Donc il y a beaucoup de réplication et c'est vrai que ça fait partie des petits outils supplémentaires pour se dire ok, je vise une couleur. Ça fait partie aussi dans le concours des meilleurs ouvriers de France, on a avisé une colorimétrie cible. Avant on se dit ok, je veux extraire sur expresso, je vise tel type de couleur et l'excellence c'est à 0 de près. Donc si c'est à 2 près, on va dire si c'est 67, on fait 65, 69, donc on sait qu'on doit être dans cette colorimétrie là pour dire d'avoir des extractions qui vont être standardisées et puis qui vont on va pouvoir reproduire le type d'extraction souhaité. Donc okay. Oui, moi c'est systématique. D'accord. Andrés, chez Beans ? Alors, oui, absolument oui, il faut absolument un colorimètre. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça fait partie des outils de la base de contrôle. La couleur, c'est pas une fin en soi, c'est en fait une couleur en fonction qui, en fait, comment expliquer, on va plutôt chercher un profil gustatif. Il se trouve que pour un café vert donné, ce qui va nous donner le profil gustatif, ça va être un certain segment de couleur.
Et du coup, c'est ce segment de couleur qu'on va utiliser. Mais c'est pas qu'on vise une couleur en soi, en fait. Et je voudrais passer 30 secondes là-dessus, ou peut-être même une minute, mais parce que même dans le salon, et c'est pas une question de faire des noms, mais j'ai croisé un confrère qui savait pas que j'étais confrère. Je dis, ah tiens, vous êtes torréfacteur? Oui, oui, on est torréfacteur, et nous, on torréfie light. Notre particularité, c'est qu'on torréfie light. Et moi, j'ai dit, ah bon, vous torréfiez light? Oui, oui, on torréfie light, et on est parmi les 2 ou 3 en France uniques à torréfier light. Je dis, ah bon? Ça m'a beaucoup surpris, parce que je suis persuadé que chez la plupart des torréfacteurs qui sont dans le salon, il y a au moins une partie de leur gamme qui est torréfiée entre guillemets light. On peut même discuter de qu'est-ce que c'est light. Et je pense qu'il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode, il y a des effets de comment expliquer, il y a des préjugés qui peuvent faire penser que si c'est light, c'est de la bonne qualité, et si c'est foncé, c'est de la mauvaise qualité. Et je reviens en fait que non, en fait, il y a différents clients, différents goûts, différents profils. Et chez nous, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des cafés pour espresso qui, à la couleur, on ne dirait pas que c'est de l'espresso. Il y a des cafés pour filtre, hyper floraux, hyper subtils. À la couleur, on ne dirait pas, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, la vérité est dans la tasse. Oui, il faut un colorimètre, mais ce n'est pas pour le but de cibler une couleur. C'est dans le but de trouver un profil gustatif cohérent. Moi, je rajoute, hein, ma colorimétrie, elle est faite pour contrôler. C'est un outil parmi les autres. C'est pas la finalité, c'est pas une couleur, parce que, comme tu disais, une couleur, c'est pas un profil. Tu peux avoir une couleur et 50 000 profils différents. Et c'est le profil qui donne aussi la spécificité à la tasse. Jordan? D'accord avec ce qui a été dit globalement. On pourrait parler pendant des heures et des heures de light, ultra light, medium, dark, etc. Oui, la colorimétrie, c'est important. Après, c'est vraiment le sensoriel qu'on va mettre en avant. Vraiment, ce café, qu'est-ce que j'ai comme café dans les mains? Est-ce que j'ai un café du Brésil clean, 80+, qui n'est pas censé être brillant, éclatant, floral? Est-ce que j'ai un bourbon rose de Colombie? Est-ce que j'ai un geisha lavé du Panama? Chaque torréfaction est faite pour mettre en avant le café. Ce que nous, on va rechercher, c'est de l'équilibre. L'équilibre, ça va être, que ce soit en filtre, en espresso, en hybride, peu importe la méthode d'extraction, c'est de la douceur, de la sucrosité, c'est du corps, c'est aussi de l'acidité si le café en a, s'il a une belle acidité, qui va apporter du relief. Mais voilà, la couleur, c'est pas le plus important, c'est vraiment le sensoriel en cupping et en extraction qui va nous dire si oui ou non on est satisfait, et si oui ou non derrière le client va être satisfait, en tout cas si c'est conforme à ce que lui attend de chez Terre de Café. Et donc, pour revenir à la question, est-ce que tu te sers du colorimètre et est-ce que tu le fais régulièrement? Moi, je le fais très très rarement. Je pense que mon torréfacteur le fait lui assez souvent. Moi, je le fais très rarement. En tout cas, comme on vient de le voir, et ce qu'il faut souligner, c'est que le contrôle qualité, évidemment, ça doit être multifactoriel. On ne peut pas se reposer que sur un facteur, un avis, une personne. Ça doit être un croisement de données qui est, si on reprend le circuit qu'on vient de voir, parce qu'on est bientôt sur la fin de l'intervention, à l'achat de café vert, on a beaucoup de facteurs qui nous permettent d'avoir confiance en ce qu'on va acheter pour une qualité que l'on a choisie, pour ensuite le torréfier, le sublimer pour arriver à un produit final que l'on a choisi aussi à travers l'achat, et pouvoir s'y conformer tout le long de sa durée de vie dans la torréfaction, avec évidemment des aléas qui peuvent être l'évolution du café vert, l'évolution des conditions aussi de votre torréfaction, etc., etc. Le contrôle qualité, évidemment, pour revenir sur ce qu'avait dit Andrés, c'est pouvoir correspondre à un segment de marché, à un client. C'est vraiment la première utilité d'un contrôle qualité. On peut aussi ajouter que le contrôle qualité est un vrai levier d'amélioration interne. Parce qu'à travers ces multifacteurs, on se pose plus de questions. On a un périmètre qui nous permet de ne pas être dans un flou total ou dans un brouillard, parce qu'on essaie d'avoir étape par étape des petites vérifications qui ne permettent pas d'être perdus avec une grosse vérification à la fin sans savoir d'où ça peut venir. Donc pouvoir essayer de finalement sourcer d'où vient le problème ou la qualité finalement, pour avoir confiance en ce qu'on fait à travers différents outils. Et ma dernière question pour clôturer, c'est comment vous contrôlez votre contrôle qualité? On a parlé un peu de l'eau, mais c'est
un des éléments, mais est-ce que vous contrôlez votre contrôle qualité? Et si oui, à quelle échelle ou comment? Jordan? On fait intervenir des gens qui font pas partie de notre contrôle qualité. On va contrôler nos moulins, nos moutures, on va contrôler nos eaux, etc., etc. Mais on va aussi faire appel à des baristas, à d'autres gens externes de chez Terre de Café qui vont venir queuper avec nous, qui vont nous donner leur retour. Ça peut être des torréfacteurs, ça peut être des Q-graders, ça peut être juste des baristas qui sont pas que juste des baristas, mais qui sensoriellement vont nous donner leur avis de barista. Comment ce café j'arrive à l'extraire? Est-ce que j'ai mis 1 heure à extraire ce café parce que j'avais des défauts? En tout cas, j'avais moi des choses qui me semblaient être des défauts. Ça, c'est des choses qu'on fait souvent. Et évidemment, les gens chez Terre de Café en interne, qui font pas partie du contrôle qualité, mais que nous, on fait intervenir au quotidien. Moi, je mets beaucoup des gens en boutique à J plus 30, J plus 60, 1 ou 2 mois après la torréfaction pour savoir si le café se comporte bien à 1 ou 2 mois après torréfaction. Ok, merci. Laurent? Alors moi je cup tous les cafés et quand j'ai un doute ou quand j'ai besoin, je fais intervenir chaque fois mes équipes. Comme ça au moins on est plusieurs déjà à faire la dégustation et c'est le meilleur retour. Nous on a la chance d'être 4-5, au moins 4 et au moins voilà, chacun donne son avis. Peu importe l'avis, mais au moins il est donné. Il y a les préférences des tasses. Après, oui, il y a le contrôle de la mouture. On a les petits outils, les petits curves. Voilà, ça permet de voir si la mouture elle est vraiment régulière. Et si on a des défauts sur la tasse. L'objectif, c'est toujours de pouvoir s'améliorer, de rester critique. Le contrôle qualité, il est sur ça. Je pense que les consommateurs, quand ils viennent nous voir dans les magasins, qu'on ait des magasins ou qu'on vende en ligne, finalement, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des vrais professionnels en face d'eux. Et on se doit d'être critique envers sa production, en sachant que c'est pas toujours parfait. Hein. Même moi, si tout on arrivait à tout mettre dedans parfait, ça serait et tout le temps, ça serait le rêve. Alors Denis, c'est une super question. Super question. Merci. Et en fait, hein, si je reviens, non mais très inspirante, si je reviens à nos 2 piliers qui sont dans le qualité, il y a la base et l'interprétation. Pour ce qui est de la base, le contrôle du contrôle, heureusement, c'est assez facile, c'est très objectif. 10-12% d'humidité, la cohérence des courbes, etc. On a un certain nombre de mesures. On peut regarder nos données, on peut regarder l'historique, l'écart. Ça, c'est la partie, je dirais, facile. Les équipes sont là aussi. Les équipes sont là, c'est pas facile, c'est beaucoup de boulot au quotidien, mais c'est objectif. Donc au moins, on peut s'y raccrocher. Dans l'interprétation, c'est plus dur, parce qu'en fait, hein, la partie entre guillemets facile, c'est de suivre les ventes et encore une fois les recommandations, les commentaires qualitatifs. Donc le contrôle du contrôle, c'est que les cafés plaisent, se développent, que ça avance. Mais la partie la plus dure, et c'est là où on avance pas à pas, c'est qu'on ait un langage commun entre nous, entre les baristas, nous à l'atelier, nous au coffee shop, avec les clients, et que quand on dise voilà, sur la table il y a un café chocolaté, que tout le monde est d'accord que ça c'est le profil chocolaté. Et ça c'est dur, c'est dur. On a une nouvelle version de notre roue aromatique, on est très fiers de notre roue aromatique. Et en fait, hein, c'est aller au-delà du protocole SCA, aller au-delà des normes techniques qui sont bien pour les Q-graders, pour le sourcing, c'est très bien, mais vis-à-vis du client, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est très dur de simplifier pour arriver à un langage commun qui permet de dire, entre nous, avec les baristas, avec le client, voilà ce qu'on vous sert. Est-ce que ça vous a plu? Super, on vous repropose. C'est ça. Donc le contrôle du contrôle, c'est d'arriver à un langage commun. Après, moi, je rajoute simplement sur le contrôle du contrôle, c'est la calibration quand même. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à... Bon, peut-être que vous connaissez tous quand même le nez du café. C'est retravailler les acidités, retravailler le nez du café, les catégoriser. C'est vrai que plus on arrive à le faire régulièrement, même avec les équipes, c'est des petits jeux, des fois ça prend pas longtemps. Et c'est des bons petits outils aussi chaque fois pour se dire ok, la pomme de terre c'est bien de la pomme de terre, et quand on sent la pomme de terre on dit pas que c'est de l'abricot, quoi. Donc ça peut être un outil quand même qui est assez facile et assez ludique aussi. Il faut que ça reste ludique. Le contrôle qualité, ça doit rester aussi ludique, ça doit être un moment de partage et qu'on puisse donner notre sensibilité tout en étant professionnel, mais pour que ça soit quand même en adéquation avec ce qu'on a voulu faire.
Alors, petit Andrés. détail, comme le temps court avant que j'oublie, contrôle qualité à l'aveugle et avec des intrus tout le temps. Avec des intrus. Ça, c'est essentiel, essentiel. Si c'est pas à l'aveugle et qu'il n'y a pas d'intrus, on sait ce qu'il y a dans la table. Sur la table. Qu'est-ce que tu appelles des intrus? Des intrus, c'est un café qui n'a rien à voir. Qui a rien à voir. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dans la table. C'est vachement important parce qu'il y a un biais de confirmation qui est un biais psychologique présent. Mais je suis d'accord avec Si toi. on c'est pour ça s'attend que- à ce qu'on va trouver, on trouve ce qu'on cherche, ce qu'on pense En qu'on va général, trouver. moi je cup, je fais rentrer les équipes, ils savent pas ce qu'il y a. Et comme on est dans le rouge, ils savent pas, ils voient pas la couleur. Et du coup, alors forcément pour moi c'est plus facile, puis c'est un jeu. Parce que forcément je les vois sentir, je les vois déguster. Ah oui, ça c'est plus comme ci, ça c'est plus comme ça. Donc là c'est là où ça reste ludique. Pour moi il faut que ça reste ludique. Jordan, quelque chose à rajouter? Je suis complètement d'accord. La calibration, c'est très important. Et ouais, l'aspect ludique, je valide. Je suis d'accord. Bon, merci beaucoup. Pour résumer, le contrôle qualité, c'est quand même une affaire d'humain. Un humain de l'arbre à la tasse, finalement. Et donc, cet humain qui peut avoir ses biais, on a effleuré le sujet des biais de confirmation, par exemple. Mais en tout cas, comment, à travers un contrôle qualité, on peut essayer de mettre en place quelque chose d'objectif et subjectif. Donc, finalement, une qualité, une valeur, pour sublimer l'image d'une entreprise ou la valeur d'une entreprise ou une marque pour vos consommateurs. Voilà, donc merci beaucoup pour votre temps. Je ne sais pas s'il y a Marianne qui est par là. Non. J'allais dire, si vous avez des questions, on en prend une ou deux. Voilà, n'oubliez pas qu'on est là pour vous aussi. Voilà. Hein. On est là pour vous, pour répondre à vos interrogations. Moi, je suis un trié des 5 en vert à la deuxième rangée. Il y a une équipe entière qui est venue. C'est trop bien. Une partie de l'équipe, je suis sûr qu'il y a plus de personnes. Mais c'est pas intéressant. En tout cas, est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été vu, des réactions, des interrogations, des... Après, c'est vrai qu'aussi, on n'a pas parlé du matériel mis en place dans les laboratoires, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie des protocoles. Voilà, passez pas d'une tasse en verre à une tasse en grès, 250 ml à 250 ml. Voilà, si chaque fois on fait toujours et on répète avec les mêmes outils qualitatifs et qu'on contrôle voilà, au fur et à mesure, c'est beaucoup plus facile, comme tu le disais Denis, que d'arriver à la fin et de dire ok, je fais là, je fais tout en même temps. Et finalement, le problème, d'où il vient? Est-ce qu'il vient de l'achat de café vert? Est-ce qu'il vient de la torréf? Est-ce qu'il vient de l'extraction qui n'est pas bonne? Est-ce qu'il vient de l'eau? Voilà, chaque fois, si on met plus de détails, ça permet chaque fois d'éliminer peut-être le maillon qui peut nous poser problème. Voilà. Oui. Ce que je disais, c'était comment pouvoir guider nos clients et même nous, avec l'achat du café vert, comment le contrôler, etc. On ne sait pas forcément un café d'Éthiopie, Bourbon, etc., ce que ça va donner après la torréfaction. Est-ce qu'il y a des outils justement pour nous aider, pour nous guider? Parce que moi, j'avoue, j'adore le café, tout ça. Mais si on me dit, ouais, j'ai un lot Bourbon rose, ok, je le torréfie comment? Ça va donner quoi après? À qui vraiment se renseigner en fait, vers qui on peut aller en fait pour avoir ces infos? Jordan, si tu veux commencer à esquisser une réponse. C'est difficile. C'est une bonne question. Moi, avant de faire du contrôle qualité, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'était de goûter un maximum de variétés botaniques. Un maximum de variétés botaniques dans un maximum de pays possibles. Et encore, même ça, un geisha lavé du Panama, ça veut tout et rien dire. Un Typica, un Bourbon rose de Colombie, même dans la région de Huila, ça veut tout et rien dire. Mais intrinsèquement, il y a des variétés qui ont des profils gustatifs déjà. Ensuite, le café vert, quand tu l'achètes, si tu as la chance d'avoir une note SCA, ça te donne déjà une indication sur est-ce que tu vas avoir un café qui est complexe ou pas, est-ce que ça va être un très grand café ou un café de spécialité clean. Ça peut t'aider déjà, mais
moi, je me base beaucoup sur le sensoriel après l'avoir torréfié, donc c'est compliqué. Alors toi, c'est vrai que toi, t'es barista, moi, je suis peut-être plus torréfacteur. Du coup, c'est vrai que moi, le cépage, ça compte aussi quand même beaucoup parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas un Pacamara comme on peut le faire sur un Bourbon ou même sur un Éthiopie de grade 2 parce que le crible n'est pas le même et que pour moi, on doit quand même prendre en compte la taille du grain, savoir quel type d'énergie, à quel moment. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'il faut goûter les cafés, quoi. Il faut goûter les cafés, il faut appeler ses importateurs. Et il faut leur demander des échantillons. Si vous n'avez pas d'échantillonneur, il faut les faire torréfier et demander. Alors, c'est là où je suis moins d'accord, mais il faut demander peut-être une colorimétrie spécifique, que ça soit pas trop light, parce que si vous visez un client expresso, c'est quand même super difficile d'extraire un café en cépage SL ultra acide. Si c'est clair sur de l'express, ça pique un peu quand même. Donc c'est vrai que d'abord c'est la réflexion, c'est-à-dire que comme quand on conseille nos consommateurs, un consommateur vient nous voir et dit voilà, moi j'ai une machine à grains, j'aime l'intensité, j'aime la puissance. C'est la même chose pour vous, c'est-à-dire que vous allez voir, vous appelez votre importateur, vous dites voilà, moi ma sensibilité c'est le floral, c'est le fruit, et vous lui donnez un cahier des charges finalement. Donc déjà vous faites un pré-tri, et lui il va pouvoir vous faire une sélection en fonction de votre demande. Déjà ça peut être... plutôt que de dire ok je vais partir sur tel type de cépage ou un très très gros grain. Le grain, oui, c'est une chose, c'est à prendre en compte dans la torréfaction, mais d'abord établissez votre carte peut-être de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez proposer à vos clients en fonction de votre sensibilité. Ça c'est très important et on en revient à la qualité, c'est des choix, c'est des valeurs et donc on doit essayer de se poser toutes ces questions pour chaque achat de café vert, pour chaque contrôle qualité, pour répondre au cahier des charges que vous avez défini. Et plus il est précis, plus pour aussi aller loin dans le contrôle qualité sans, entre guillemets, perdre trop de temps ou en gagnant du temps en étant efficace. On va pas non plus s'emballer trop sur les questions, excusez-moi. Si vous en avez d'autres, on peut, en tout cas on est disponible s'il y a besoin. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et Merci au revoir beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Louis.